Bonjour chers participants, merci et bienvenue pour ce module 3 intitulé Industrie pétrolière et gazière offshore, caractéristiques, typologie des activités et impact. Ce module est constitué en 2 sous-modules. Aujourd'hui, nous allons voir le module ayant trait aux principales activités de l'industrie pétrolière et gazière offshore. Parlons maintenant de ce qu'on appelle l'exploration des hydrocarbures. On définit l'exploration comme l'ensemble des activités de recherche permettant de déterminer l'existence d'hydrocarbures dans une zone contractuelle et d'en évaluer l'importance et la qualité grâce à des forages dont l'emplacement est déterminé en associant la géologie et la géophysique. Dans ce chapitre, donc, nous parlerons des différentes phases de l'exploration des hydrocarbures et enfin, nous aborderons les méthodes d'exploration des hydrocarbures. S'agissant des différentes phases de l'exploration des hydrocarbures, il faut savoir que l'exploration des hydrocarbures suit différentes étapes, à savoir l'identification des opportunités et des zones d'intérêt, le choix du permis, le choix de la méthode d'exploration, le traitement des données issues de la méthode choisie, l'interprétation des données issues de la méthode choisie, la maturation de l'interprétation et l'identification du prospect devant faire l'objet de forage, puis l'analyse économique avant forage, avant de décider du forage lui-même, qui peut aboutir ou ne pas aboutir. Rappelons qu'à travers le monde, pratiquement 3 à 4/5 des forages réalisés sont revenus secs. Alors, parmi les différentes phases d'exploration, nous retiendrons particulièrement les 3 suivantes, à savoir l'identification des opportunités et zones d'intérêt, en faisant la prospection et la recherche à travers le monde de zones avec un potentiel avéré, mais également à travers les conventions et sommets internationaux sur le pétrole et le gaz, à travers l'achat de bits de bagages, mais également à travers ce qu'on appelle le data roaming au sein des compagnies pétrolières. Nous avons également le choix du permis. Il faut savoir que toute activité d'exploration est soumise au préalable à l'octroi d'un permis en bonne et due forme, délivré par l'autorité compétente. Cette autorité, avant de délivrer le permis, s'assure que les installations projetées sont conformes aux normes et pratiques internationales et que l'opérateur a la capacité technique et financière pour entreprendre les activités, y compris le démantèlement. Le permis est délivré conformément à la procédure appropriée, arrêtée par l'autorité compétente. Mais également, ce qui est important est l'analyse économique avant forage, qui consiste ici en l'élaboration d'un budget pour l'activité concernée, à l'identification de la zone de forage, terre, mer, une zone profonde, peu profonde ou ultra profonde, le type de forage à réaliser, vertical, horizontal ou dévié, la durée du forage, mais également la situation économique et politique du moment. Parlons ensuite des différentes méthodes d'exploration des hydrocarbures. Nous allons parler principalement ici de 3 méthodes d'exploration des hydrocarbures, à savoir la prospection géochimique, la prospection gravimétrique et magnétométrique et la sismique réflexion. Alors, la prospection géochimique, il s'agit ici de faire ce qu'on appelle l'échantillonnage du sol et d'envoyer les échantillons au labo donc pour l'étude. Donc, une fois qu'il est avéré que les hydrocarbures sont présents sur les échantillons étudiés au labo, cela nous témoigne de l'existence de zones de migration des hydrocarbures du sous-sol vers la surface. Donc, en ce qui concerne la prospection gravimétrique et magnétométrique, pour ce qui concerne la gravimétrie, il faut dire que c'est l'étude des variations spatiales du champ de pesanteur. C'est une étude qui nous permet d'identifier les zones de dépôt sédimentaire par opposition aux zones qui ne sont pas des zones de dépôt sédimentaire. Il y a ce qu'on appelle également la magnétométrie, qui est ici l'étude des variations du champ magnétique terrestre, qui permet d'identifier les zones volcaniques et magmatiques par opposition aux zones de dépôt sédimentaire. Maintenant, la méthode de sismique réflexion. C'est une méthode qui consiste à émettre des zones acoustiques à la surface de la Terre, donc à partir d'une source, et à enregistrer les zones réfléchies à partir de capteurs placés bien disposés en surface. Donc le signal enregistré est ensuite analysé et traité en vue d'avoir une meilleure vue de la structure du sous-sol. Une fois que l'image est traitée, elle fait l'objet de ce qu'on appelle l'interprétation par un géologue ou un géophysicien afin de définir des cibles de forage. Donc, en ce qui concerne la prospection chimique, on peut voir à travers les images d'illustration suivantes donc les différents travaux réalisés dans le cadre d'une prospection géochimique. La collecte d'échantillons qui peut se faire manuellement ou avec un camion de forage, la présence et la détection de bulles de gaz en mer ou à la surface du sol, l'existence de ce qu'on appelle des indicateurs directs d'hydrocarbures au niveau des sections sismiques réalisées,
Donc, en ce qui concerne la prospection gravimétrique et magnétométrique, ces différentes images permettent de voir un peu comment se déroule la prospection gravimétrique et magnétométrique. La prospection gravimétrique peut se faire avec l'utilisation du gravimètre CG5, la magnétométrie avec l'utilisation du magnétomètre MVCS, mais ces deux méthodes peuvent également se faire de façon aéroportée ou héliportée et permettent d'obtenir des données avec une précision importante. La sismique réflexion peut être illustrée par les images qu'on peut voir au niveau de ce slide. Donc, elle peut se faire avec un camion vibrateur donc à terre, mais également avec un navire sismique en mer. Donc, et la vidéo accolée à ce slide permet de mieux illustrer l'activité d'acquisition sismique. Alors, la sismique réflexion, c'est quoi le principe de la sismique réflexion? Il faut dire que la sismique réflexion obéit à une loi qui stipule que l'énergie qui arrive au niveau d'une interface séparant deux formations rocheuses de densité différente réfléchit souvent à un angle qui est égal à ce qu'on appelle l'angle d'incidence. Cela signifie que pour les formations parfaitement horizontales, le point de réflexion correspond à un point équidistant entre la source et le détecteur. Ce point situé à mi-distance entre la source et le détecteur est appelé le point d'incidence ou midpoint en anglais. Alors, la figure suivante permet d'illustrer ce qu'on vient de dire à propos de la loi de la sismique réflexion. Nous avons une trace sismique ici avec des différents signaux montrant comment le sous-sol est composé. Et donc, l'axe temps correspond à la durée d'enregistrement. Le temps de détection du signal varie en fonction de la profondeur d'investigation. Donc, l'ensemble des traces sismiques obtenues au niveau des différents détecteurs sont regroupées pour le traitement. Donc, le signal au niveau des différentes traces combinées décrit une forme courbée au niveau de la figure gauche, due en raison de l'augmentation de l'offset. Donc, les corrections sont faites en ajustant le temps au niveau des traces. Donc, c'est ce qu'on peut remarquer au niveau de la figure de droite. Une fois que les corrections sont faites, pour réduire le bruit, on procède à ce qu'on appelle le stacking en anglais, en regroupant le maximum de traces sismiques obtenues à partir des différents réflecteurs. Cela permet donc d'améliorer la qualité de l'image du sous-sol en réduisant au maximum le bruit. Ce qui est schématisé sur cette figure. Donc, une fois que le traitement est réalisé et que le bruit est réduit au maximum, nous avons l'image suivante. Bien entendu, le principe de la sismique réflexion considère que les surfaces sont parfaitement horizontales. Mais nous savons que les surfaces du sous-sol ne sont pas toutes parfaitement horizontales. Donc, nous appliquons donc ce qu'on appelle des algorithmes pour pouvoir corriger les surfaces qui ne sont pas parfaitement planes. Et cette opération est appelée ce qu'on appelle la migration sismique. Cette migration sismique permet de corriger toutes les surfaces qui ne sont pas parfaitement horizontales et d'aboutir à une section parfaitement corrigée. Entre autres méthodes d'exploration des hydrocarbures, nous avons le forage, qui correspond pratiquement à l'étape ultime du processus d'exploration, après la réalisation de la sismique. Une fois la sismique réalisée et l'interprétation faite et le choix de l'implantation du puits fait, nous procédons à ce qu'on appelle la réalisation d'un forage, qui consiste à faire des trous concentriques de diamètre différents en fonction de la profondeur, en utilisant un trépas, mais également un fluide de forage. Les vidéos suivantes illustrent parfaitement le déroulé d'un forage, que ce soit en mer ou à terre. Suivant la profondeur d'eau, s'agissant de l'exploitation en mer, différents types de plateformes de forage sont proposées, allant des fixed platforms aux subsea tieback, en passant par les compliant tower, les mini TLP, les tieback flowline, les semi-FS, les SPAR et les contrôles BOE. Donc, dans le cadre du forage également, différents paramètres pétrophysiques sont enregistrés pour mieux interpréter la structure du sous-sol. Ces paramètres permettent l'identification de la présence d'hydrocarbures, mais également de la présence d'eau. Passons maintenant à ce qu'on appelle l'exploitation des hydrocarbures. Par définition, on appelle l'exploitation l'ensemble des procédés et installations permettant l'extraction, le traitement et le conditionnement du pétrole et du gaz pour l'utilisation domestique ou l'exportation. Nous parlons au cours de ce chapitre des différentes phases de l'exploitation des hydrocarbures, mais également des méthodes d'exploitation des hydrocarbures. Il faut savoir que les hydrocarbures sont collectés à travers des puits producteurs, donc par un manifold, puis traités et stockés avant l'exportation. Donc, dans le traitement, du gaz peut être recueilli et peut être utilisé donc, pour
l'augmentation de la pression au niveau du réservoir, mais également utiliser directement à travers les puits de production pour faire ce qu'on appelle du gaz lifting et améliorer la récupération en surface. Donc les installations de production, on peut les observer à travers ces images d'illustration, allant du plus simple au plus complexe. Mais ce qu'on peut retenir grosso modo, c'est qu'on peut voir sur ces différentes images les puits, les têtes de puits, donc les installations à travers les manifolds, les jumpers, les flow lines et les risers. Donc pour ce qui concerne le traitement et le conditionnement du pétrole, la figure suivante illustre parfaitement le déroulé du traitement et du conditionnement du pétrole. On peut retenir grosso modo que le pétrole est extrait du puits, donc puis subit une séparation primaire, une stabilisation adoucissement, permettant de récupérer le gaz contenu dans l'huile, qui sera traité pour l'exportation ou pour être réinjecté dans le réservoir, ou directement sur le puits de production pour faciliter la récupération. Puis le reste de l'huile subit une déshydratation et est conditionné pour l'exportation ou la consommation domestique. En ce qui concerne le traitement et le conditionnement du gaz, même procédé, le gaz est récupéré du puits, subit une séparation primaire, un adoucissement en procédant à l'élimination des gaz acides, à savoir le CO2 et le H2S, puis un séchage avec l'élimination des eaux contenues dans le gaz. Et ensuite, le gaz est compressé, envoyé via des gazoducs pour l'exploitation ou la consommation domestique, mais également peut être transformé en GNL pour le transport sur de longues distances. Il peut également contenir du condensat qui peut être extrait et traité pour être conditionné et vendu. Maintenant, abordons le chapitre concernant les méthodes d'exploitation des hydrocarbures. Nous en retiendrons principalement 3, à savoir la récupération primaire, la récupération secondaire et la récupération tertiaire. En ce qui concerne la récupération primaire, elle s'effectue de manière naturelle. Le pétrole remonte naturellement en surface. La pression du réservoir est assez suffisante pour amener le pétrole en surface, qui sera ensuite acheminé à travers les conduits sous-marins. Cette méthode permet de récupérer entre 5 et 30% du pétrole enfui. La récupération secondaire, quant à elle, arrive au moment où la pression du réservoir commence à dépléter et commence à diminuer. Et en ce moment, nous pouvons procéder à des injections de gaz lorsque le réservoir dispose d'un gaz cap, ou à des injections d'eau qu'on appelle water flooding, donc dans le réservoir, pour augmenter la pression du réservoir et améliorer la récupération en surface. S'agissant de la récupération tertiaire, qu'on appelle également la récupération assistée, c'est une méthode d'extraction à partir de laquelle on transforme les propriétés physico-chimiques de la roche réservoir ou des hydrocarbures concernés directement. Les propriétés physico-chimiques en question sont la biochimie, la densité, la miscibilité, le rapport tension interfaciale tension de surface, la viscosité et la température. Ce procédé de récupération permet d'extraire jusqu'à plus de 50% voire 60% des hydrocarbures en place. Chers participants, nous voilà donc au terme de notre module. Merci de votre attention et à bientôt.